Voilà, et nous disons merci à l'équipe technique de l'autre côté. Nous sommes donc à la causerie matinale. Le coup de sifflet attendu de tous a enfin retenti. Le gouvernement du Bénin, en son dernier conseil des ministres, celui de ce mercredi 16 juin 2021, a réagi. Aucune taxe n'est instituée sur les produits de grande consommation. Un comité technique a été mis sur pied pour statuer sur la situation. À ne pas oublier qu'un contrôle rigoureux sera effectué par rapport à l'exportation des dits produits vers les pays voisins. Il faut dire que c'est une décision saluée par tous, puisque depuis plus de 3 mois, la flambée des prix de grande consommation se fait sentir sur le marché et les consommateurs se plaignent. Nous allons en parler de cette réaction du gouvernement avec nos invités. Victor Bokor, bonjour Victor. Bonjour Théodule et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Je dis que vous êtes consommateur, acteur politique de toutes les façons. Vous êtes un Béninois plein qui va certainement et sûrement sur les marchés et qui va acheter, et qui ressent ce qui se passe et même qui aura si, le temps d'apprécier. Si nous n'y allons pas directement, Madame y va. Très bien. Les frères et sœurs vont sur le marché. Par Oui. conséquent, le retour que nous avons, c'est pas sans grincement de dents. Très bien. En face de vous, nous avons aussi Rontoji, un environnementaliste, grand consommateur aussi. Oui, il m'a fait quelques confidences que je ne ferai pas ici. Monsieur Maroto, bonjour. Bonjour, merci. Très bien. Alors, c'est vrai, nous avons, comme le gouvernement, constaté cette situation qui crée des problèmes à tout le monde, non appréciés de tous, mais qui ne relève pas donc de la responsabilité du gouvernement, qui a réagi d'ailleurs hier pour dire ce qu'il faut faire, ce qui sera fait les jours à venir, Victor. Oui, en accord avec le Conseil des ministres hier, il faut déduire que le gouvernement a tout fait de dégager sa responsabilité. Absolument. Elle n'a pas mis de taxe sur les différents produits. C'est ça. Et ça, c'est un fait qu'il faut constater. Parce que beaucoup pensaient que c'était ça. Il y a eu des taxes sur les produits, voilà. Oui, on se posait bien la question, mais quels étaient les facteurs qui agissaient justement sur le renchérissement des coûts des produits sur le marché? Le gouvernement a tout fait de dire, écoutez, il n'y a pas de taxe. C'est un. Le gouvernement aussi fait savoir en fait qu'il y a deux facteurs qui influencent justement les prix sur le marché, à savoir la pluviométrie et également des produits qui sont destinés à être consommés ici font l'objet d'exploitation. Autrement dit, nous produisons, c'est vrai, en nombre qu'il faut, mais nos agriculteurs préfèrent aller les livrer sur les marchés voisins de sorte à avoir plus de devises parce qu'à l'interne, peut-être on n'a pas le marché, le circuit qu'il faut et donc la demande est plus forte ailleurs. Et quand on fait l'effet conjugué des exploitations et la pluie, évidemment, les produits deviendront chers sur le marché. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que les produits de grande consommation sont directement concernés par la pluie. Parce que d'aucuns nous posaient la question de savoir, mais l'huile, c'est forcément lié à la pluie. Je dis oui, parce qu'il faut forcément de l'arachide, il faut forcément également les graines de coton pour déduire de l'huile. Et quand on n'a pas la pluie pour avoir justement cette matière de base, là, on ne pourra pas avoir la pluie, donc on n'aura pas les produits comme il faut. Mais il faut aller un peu plus loin, comme j'échangeais dans les coulisses avec mon vis-à-vis tout à l'heure. Est-ce que nous ne sommes pas en train de payer le juste prix des produits? Est-ce que les réformes mises en œuvre ne relèvent pas aujourd'hui toute leur clarté, toute leur importance? C'est un fait. Mais il faut saluer déjà la mise en place du comité ad hoc qui nous reviendra certainement avec les observations nécessaires pour que nous comprenions un peu réellement le phénomène, les réels problèmes qui sont à la base de ce renchérissement des prix sur le marché. Et surtout, nous attendons de ce comité ad hoc que des propositions soient faites sur les produits de grande consommation, quitte à les maintenir, pourquoi pas à l'État d'aller vers des subventions de certains produits pour alléger un peu les peines des populations. Très bien. Monsieur Maosé, on te dit, oui, vous avez fait le même constat, certainement, cette flambée des prix des produits de grande consommation. Oui, le constat, il est là. Peut-être si quelqu'un n'est pas allé faire des courses ces 6 derniers mois, il ne constate pas
comme je vous disais en off, c'est le béninois lambda, hein. Bon, le chiffre qui m'est revenu, on a l'impression d'avoir perdu à peu près 30% de la cagnotte mensuelle qu'on donnait d'habitude. Quand quelqu'un donnait peut-être 10 000, on se rend compte que les 10 000 ont permis d'acheter que pour 7 000, alors qu'effectivement, c'est les mêmes 10 000 qu'on a dépensés. L'analyse qu'on peut en faire, c'est vrai, il y a ceux dont a parlé le gouvernement, mais je pense que le comité ad hoc qui aura plus de temps, sans doute, pour aller en profondeur des choses, va sans doute nous trouver des éléments supplémentaires. Moi, la question de la pluviométrie, Oui, voilà, elle est là. elle est là, Voilà. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi. Elle est là parce que je crois que la saison passée, il y a eu énormément de difficultés. Je ne parle même pas du Bénin. Je parle au niveau mondial. Au niveau mondial. Il y a eu des difficultés liées aux années chaudes. Et 2020 a été une année assez chaude au niveau mondial. Donc ça peut expliquer l'augmentation du prix des matières premières au niveau international. Le deuxième phénomène qui est non négligeable, c'est Covid. Pourquoi? Parce que Covid a altéré énormément le système de distribution à tous les niveaux. Lorsque la distribution des produits de première nécessité est impactée pendant pratiquement 12 mois, comme vous observez, au niveau mondial, on est en train de desserrer l'étau seulement depuis 2-3 mois. Donc pendant 12 mois où l'étau a été fermé, les choses circulaient, mais il y avait des surcoûts induits. Par exemple, lorsque vous avez seulement un seul avion ou un seul bateau qui arrive, alors qu'avant Covid, il y en avait 10 dans la même période ou 20 dans la même période, le coût de distribution est élevé. C'est aussi sans doute le contre-coup que nous sommes en train de vivre, sans pour autant devoir affirmer qu'il y a eu une augmentation de taxes. Je me rappelle par exemple, quand vous prenez le cas de notre pays, on a réduit le nombre de passagers par exemple dans les véhicules. C'est un élément très simple. Une course qu'on faisait à 1000 francs, rapidement c'est passé à 1500 voire à 2000. En toute logique. Le commerçant qui a l'habitude d'aller à l'intérieur va répercuter, n'est-ce pas, les prix sur le produit de première nécessité. Maintenant, là où le pouvoir public va agir, c'est que quand on va revenir complètement à la normale, il faut se battre avec les producteurs, avec les transporteurs, pour que le prix retourne au prix de référence. Après, les économistes vous diront qu'il y a un problème conjoncturel dont il faut tenir compte. Donc, je crois que le comité ad hoc va sans doute sortir des raisons et sortir effectivement des propositions concrètes pour qu'on revienne à ce prix de référence. Mais, ne l'oublions pas, l'histoire a toujours démontré qu'on ne sort jamais des crises avec les prix de référence. C'est-à-dire que de nouvelles méthodes ont été créées pour être résilientes. Et ces méthodes ont sans doute créé du profit. Et les gens se battront pour toujours garder ce profit. Donc, toutes les crises, que ce soit sanitaire, environnementale, politique, économique, on en sort toujours avec une forme d'augmentation des prix. Très bien. Oui, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Victor Bokor, oui, c'est vrai, le gouvernement l'a dit, il n'y a pas eu de tasse. C'est sûr que le producteur, dans son champ ou dans sa localité, ne vend pas, par exemple, la mesure du maïs qui est vendue peut-être à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo, dans les grandes villes, à 400 francs. Lui, il ne la vend pas à 400 francs. Dans son champ, dans sa localité. Et donc, il y a les intermédiaires qui interviennent et qui augmentent les prix parce qu'ils veulent se faire beaucoup de profit, je dirais. Oui. C'est une situation. C'est une situation et il expliquait si bien, si vous déplacez la marchandise, vous mettez plus de temps, vous y mettez plus de moyens, il est évident que le marché lui-même va se réguler. Oui, c'est des choses qu'on ne va tout de même pas accepter parce que qu'un intermédiaire qu'il veuille se faire de profit à 100% ou peut-être à 150%, oui. Oui, c'est des pratiques certes à déplorer, mais il y a la loi du marché. Le marché se régule de lui-même et il faut forcément rentabiliser. Je vais chercher un produit
A dans une zone à un coût donné, j'y ajoute les frais de transport et quand je reviens, forcément, il y a un coût de revenu et le marché lui-même va se réguler. Et non, il faut aller un peu plus loin quand il parle de Covid. L'impact est réel. Et avec le Covid, les habitudes ont été... Même sur le maïs que nous produisons ici, c'est des même intrants. Pour produire le maïs, il faut des intrants. Il faut de l'engrais. Si l'engrais n'arrive pas à temps, ma production elle sera faible. Et par conséquent, par souci de rentabiliser, je vais vers le marché le plus porteur. Donc, au lieu de vendre ce maïs à l'interne, je préfère aller vers les circuits les plus porteurs, aller vers le Nigeria, aller vers d'autres endroits où les propositions sont les plus bonnes. Conséquence, le marché interne, il est désorganisé. Nous n'avons pas assez de produits ici. Quoique la production elle soit suffisante, mais nous n'aurons pas l'impact sur le marché interne. Mais nous allons privilégier le marché extérieur parce que les affamer les nôtres et affamer presque les nôtres. Malheureusement, quand le circuit de distribution n'est pas organisé, quand le gouvernement ne contrôle pas assez les sorties de produits, on en arrive à ce genre de situation. Pas pour jeter le tort sur le gouvernement, mais pour indexer la responsabilité, non seulement des producteurs, mais de ceux qui organisent les circuits de distribution. Écoutez, si la tomate aujourd'hui nous revient plus cher, parce que la tomate elle est chère, actuellement, nous achetons 4 boules, 5 boules, pratiquement. 20 francs. C'est cher. Et donc, pour faire une très bonne sauce, il faut dépenser encore un peu plus. Le gouvernement n'ajoute pas de taxes. Rien n'est évolué de ce côté-ci. Mais les impacts induits des effets collatéraux, Covid, oui, des organisations du marché, il va sans dire que nos différents acteurs vont chercher le profit. Et en cherchant le profit, il est qu'on va délaisser des marchés qui ne sont pas porteurs et donc aller vers d'autres horizons. Je voudrais aussi attirer l'attention de nos producteurs sur un fait. Alors, vous avez remarqué qu'au niveau du coton, nous faisons un peu plus d'efforts. Absolument, oui. Et ça dit que nos producteurs, nos agriculteurs ont privilégié les filières de rente au détriment justement des denrées alimentaires, quand on sait que le gouvernement prône la diversité des cultures. Il y a qu'il faut être un peu regardant aussi de ce côté-là. Comme pour dire en fait que les conséquences doivent être recherchées de part et d'autre. Il ne s'agit pas d'incriminer un gouvernement, mais il s'agit nous-mêmes au devoir dans nos habitudes. Est-ce que nous avons fait ce qu'il faut pour permettre à nos populations d'avoir les denrées qu'il faut? Si nous privilégions justement d'avoir assez d'argent, nous allons vers les marchés porteurs et donc nous allons désorganiser ce qui se fait au niveau de l'intérieur. Il faut encourager le comité ad hoc à nous faire sortir justement les meilleures solutions, parce que moi je parle en termes de solutions. En définitive, il faut voir sur le marché, est-ce que les produits ont connu des rabais? Quelle est la politique qui sera proposée? Quelles sont les propositions qui seront faites de sorte que le consommateur final qui va acheter son produit constate en fait qu'il y a eu de l'amélioration dans les achats. C'est de cela qu'il est plus question avec ce comité d'ad hoc que nous attendons. Très bien. Oui, merci Victor Bocom. Monsieur Maoussé, on te dit, oui, vous êtes environnementaliste. La question de la rareté de la pluviométrie était au cœur donc, de cette situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a une question qui semble banale. Il y a que nos chefs traditionnels, je dirais, nos chefs traditionnels, nos rois, et on pouvait quand même faire quelque chose pour qu'on assiste. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, et ça fait partie de nos réalités qu'il ne faudrait pas négliger. Mais ils ont leur part de responsabilité, ils doivent s'organiser pour... Parce que parler de rareté de pluie dans nos villages, dans nos... Mais c'est quand même pas normal. Ils doivent être interpellés pour accompagner. Vous m'interpellez sur un sujet dont je n'ai pas forcément les compétences. Oui, peut-être nous sommes sur un terrain scientifique. Oui. C'est vrai que ces différents éléments dont vous parlez font partie de l'adaptation à base communautaire, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons l'adaptation à base communautaire, partir de ces connaissances endogènes, traditionnelles, pour pouvoir un temps soit peu essayer de réguler les choses. Maintenant, si on veut approfondir ce sujet, il faut pouvoir aller vers des études qui prouvent effectivement qu'on a véritablement les capacités de réguler
cette question de la pluviométrie par ces savoirs endogènes. C'est vrai, il y a des choses qui peuvent se faire. Je sais que, par exemple, pour attirer la pluie, on a un certain nombre de feuilles secs connus par ces praticiens. Nous assistons tous à ça. Et qu'on brûle, cette fumée, naturellement, attire la pluie. C'est des choses qui sont documentées. Ouais. Mais là, on est en train de parler d'un phénomène mondial, d'un phénomène qui ne dépend pas que du Bénin. Et je peux vous dire, si ça marchait à tous les coups, vous n'aurez pas des pluies pendant certaines fêtes traditionnelles, vous n'aurez pas des chantiers inondés parce que les gens savent comment faire. C'est des choses qui existent, mais on ne peut pas en garantir à 200% que ça marche et en faire forcément, en faire le bouc émissaire de la situation. Non, ils ont sans doute fait des choses, parce que je sais que c'est des gens qui se réveillent assez tôt, qui font des propositions aussi. Mais pour revenir sur la question de la pluviométrie, je crois que 2020 a été une année, le GIEC avait sonné l'alerte. Le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental qui s'occupe de ces questions. Pour nous autres qui sommes dans ce secteur, l'augmentation des prix n'est qu'une résultante qui ne nous surprend pas trop. Parce que cette situation du climat à cette époque, conjuguée avec Covid, ne pouvait que donner cette situation. Et rassurons-nous, ce n'est pas que le Bénin. Cette augmentation des prix se retrouve au niveau mondial. Il y a quelques mois ou quelques semaines, c'était le débat sur le prix du pain en France, à cause de la question du blé. Donc, c'est vrai, le problème a été pris à cœur par l'État ici, parce qu'elle est en responsabilité de faire ce qui est pour le Bénin. Mais la réalité, c'est que c'est un phénomène mondial. Le Bénin est dans un sous-ensemble et naturellement, le Bénin prend sa part. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour que les populations ne sentent pas ça comme un coup de massue, et c'est très important. Moi, ce que je pense pour les années à venir, il faut qu'on revienne chacun à notre production alimentaire. Souvent, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on arrive où dans certaines communautés, ils sont allés vers la production de rente. Quand bien même les projets encouragent le producteur qu'à côté de son champ de coton, qu'il puisse avoir quand même du maïs, des choses comme ça, mais dans la pratique, le gars préfère maximiser au coton, quitte à aller acheter le maïs, qui est voilà. C'est là où l'agroécologie dont on parlait là revient. Parce que l'agroécologie ne soutient pas l'agriculture de rente à 100%. C'est-à-dire, oui, la rente, mais il faut l'agriculture de subsistance à côté. La rente va vous permettre peut-être de payer la scolarité, l'université pour vos enfants, mais ce que vous allez manger en tant que producteur, vous ne devez pas aller l'acheter. Et ça, c'est important de l'exprimer. Et moi, je veux insister surtout sur les effets induits de la pandémie Covid-19 qui a désorganisé tant le marché national que le marché international. Il a parlé des intrants. En tant qu'environnementaliste, on ne soutient pas trop les intrants intégrales, on préfère les intrants biologiques, mais toujours est-il que nous avons une agriculture qui est dépendante de ces intrants chimiques. Lorsque vous avez eu des retards de livraison, attendez-vous que 9 mois après, 6 mois après, ça soit visible. Je crois aussi que cette situation est en train de faire sortir le fait que, contrairement à ce que mon vis-à-vis disait, qu'on puisse réfléchir à l'autosuffisance alimentaire. On a des produits que nous ne produisons pas suffisamment, que nous sommes aussi obligés d'importer. La tomate, nous en importons beaucoup, quand bien même nous avons un grenier de production. L'oignon, nous en importons beaucoup. Les pommes de terre, nous en importons beaucoup. Le riz, n'en parlons pas. Le piment, nous en importons. Donc, la réflexion aujourd'hui, et je crois que le pouvoir public y a pensé, c'est pour ça qu'il a mis le FNDA en place, pour permettre à une nouvelle génération de producteurs de se mettre en place, de recevoir de la ressource pour pouvoir produire. Et je crois qu'il faut un certain travail d'information, ça c'est en train de prendre du temps, parce que le secteur agricole a longtemps été informel, et ces ressources aujourd'hui veulent financer des producteurs formalisé. Et je crois que ça va arriver. Et je crois que dans les années à venir, si tous ces différents projets, toutes ces initiatives, tant de la société civile que du pouvoir public,
conjuguent leurs efforts ensemble, c'est des situations qu'on va pouvoir ne plus connaître avec l'ampleur, où ça ne nous surprendra plus trop, comme ça a surpris un certain nombre d'acteurs. D'acteurs, très bien. Victor Bokor, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il... En arriver à l'autosuffisance alimentaire, oui, c'est une option. Ça nous permettra de ne plus vivre ces situations. Oui, puisqu'on on en trouve, il y a des gens qui ont des centaines d'hectares de terres laissées pour compte, qui ne sont pas du tout cultivées, mises en exploitation. Est-ce qu'il ne faudrait pas en arriver là? Chacun, en tout cas, chaque responsable, chaque Béninois a certainement au moins un hectare quelque part inexploité dans le vide, mais qui pouvait servir à quelque chose, à la production du maïs par exemple, de la tomate, du piment, en tout cas de ces produits de grande consommation. Est-ce qu'il ne faudrait pas que dans chaque commune, dans chaque, oui je dirais commune du Bénin, qu'on arrive à répertorier ça et réfléchir à cela autrement, les inviter à penser autrement à cela? Vous savez que l'autosuffisance alimentaire n'est pas optionnelle, c'est du moins une obligation. Et cela relève de la politique gouvernementale. Il faut déjà saluer cette volonté de diversification de l'agriculture, comme quoi il n'y a pas que des produits de rente. Je crois que le ministère de l'Agriculture a fait l'option de privilégier également la culture d'autres produits qui, à terme, pourront permettre au Bénin de satisfaire à l'autosuffisance alimentaire. Mais ceci dit, il faut éduquer les populations à la base à ce état de choses. Parce que entre les options, il est préférable de faire des cultures de rente où on a plus de devises que d'aller vers des cultures qui ne permettent pas justement de rentabiliser. Non, il faut encourager et éduquer nos agriculteurs à la base à cet état de choses. Il est aussi important que le gouvernement expérimente ce qu'on peut appeler, je ne dirais pas des fermes, mais expérimente justement des... Comment est-ce que ça s'appelle c'est la dénomination m'échappe un peu, comme des fermes qui appartiennent au gouvernement qu'on exploite. Il faut également aussi qu'il y ait des champs, des zones expérimentales où le gouvernement le met à disposition de certains acteurs, ne serait-ce que pour garantir justement des cultures. Oui, ce que je dis, il y a des individus qui en ont. Il y a une seule personne a peut-être 10 hectares, 40 hectares quelque part, mais jamais exploité. Mais qu'est-ce qu'elle en fera si elle n'est pas éduquée à la culture, si on ne l'oriente pas vers ce état de choses, et s'il n'y a pas avec le gouvernement un certain partenariat qui permette d'exploiter ces terres, il va préférer les morceler, les vendre, et finalement d'autres viendront s'installer pour des habitations et on détruira petit à petit ce qui va exister comme terre pour la culture. Il y a un petit phénomène qu'il ne faut pas occulter quand on parle de pluviométrie. Vous savez que le pays est un chantier. Vous savez qu'un peu partout on construit. Or, la volonté de ces acteurs qui ont ces chantiers, c'est de retarder autant qu'il se peut la pluie. Et on sait que les techniques existent pour disperser les nuages, pour éviter que les chantiers soient inondés. Non, c'est peut-être minime, mais cela pourrait aussi avoir son impact dans justement ce que nous appelons pluviométrie. Je reviens pour l'ensemble pour dire, il faut déjà saluer le gouvernement qui a très tôt pris le sujet à bras le corps, parce que cette volonté de clarifier la situation dénote déjà de sa préoccupation. Et ça, c'est à saluer. Et maintenant, espérer que le comité ad hoc mis en place puisse rapidement nous faire sortir les propositions qu'il faut pour que les produits de grande consommation puissent connaître une stabilité au niveau national. Oui, par rapport à l'exploitation des fermes que détiennent les Béninois, monsieur Maossi, vous êtes environnementaliste. Oui, alors vous êtes d'accord avec moi? Nous, on a travaillé 30, 40 hectares, voire 50. Vous interpellez là un autre sujet très vaste, c'est l'accaparement des terres. Oui. Parce que c'est un phénomène où ceux qui ont les ressources, eh bien, s'accaparent des terres agricoles, où ils interdisent même quelquefois aux paysans dont la famille a vendu la terre de venir même cultiver. Et les terres là sont en l'air. Je crois que ça répond à une... La solution se fait dans une réforme foncière. Et je crois qu'il y a des choses qui sont en cours. Bien sûr. Voilà. Mais entre le moment où les réformes commencent et qu'on trouve les résultats, je crois qu'il faudra attendre un certain temps. Mais on est en plein dans le sujet de l'accaparement des terres. Deuxième chose, les gens qui ont acheté les 40 hectares
les 100 hectares, les 200 hectares, voire plus, est-ce que l'objectif c'était de développer de l'agriculture? Ou c'était plutôt d'avoir de l'avance dans une logique mercantile pour après le découper en foncier urbain? Donc, si son objectif au départ n'est pas agriculture, vous comprenez que tant que la ville ne se rapproche pas de cette zone pour lui permettre de morceler, lui, il est dans un investissement. Deuxième chose, l'agriculture aujourd'hui, ne l'occultons pas, n'est pas vue comme étant une priorité? Non, n'est pas vue comme étant quelque chose, n'est pas une industrie. Les gens n'investissent pas dans l'industrie agricole. Il y en a très peu. Quand vous êtes importateur, là oui, vous gagnez tout de suite de l'argent. Quand vous êtes peut-être commerçant, des choses comme ça. Mais l'agriculture, les gens souvent investissent dedans un peu pour leur retraite, pour être dans leur ferme quelque part et profiter des animaux, etc. Il y en a très peu qui font cette option comme étant effectivement un métier vers lequel ils veulent aller vers de l'agro-business. Jusqu'à un passé récent, on n'a pas, par exemple, de banque agricole qui soutient l'investissement, qui soutient le risque. Un fonds voilà. C'est pour ça que je dis jusqu'à un passé récent. Très bien. Donc, on n'a pas quelqu'un qui soutient le risque agricole. La preuve en est, lorsque vous allez vers un établissement traditionnel financier, qui vous dit, je veux financer 100 hectares de riz, le risque, il est extrêmement élevé, pluviométrie, etc., etc. Ce n'est pas pris en charge. Donc, je crois que c'est une réflexion globale qu'il faut mener pour qu'à un moment donné, l'agriculteur devienne un entrepreneur avec toutes les facilités qu'a un entrepreneur qui est dans d'autres secteurs. Lorsque ça va arriver, nos cultures que nous appelons aujourd'hui agriculture familiale, etc., deviendront à un moment donné des cultures de rente. Parce que quand pour nous aujourd'hui, nous allons acheter par exemple de la tomate quelque part dans un autre pays, ça veut dire que pour le producteur de ce pays, la tomate est une culture de rente. Donc lorsque nous-mêmes nous allons commencer à en produire suffisamment, parce qu'on a les facteurs pour, lorsqu'on va mettre la transformation à côté, lorsque nous allons aller vers d'autres, vers le piment, mettre sa transformation à côté, vous allez voir qu'à un moment donné, le marché même va équilibrer ses prix. Maintenant, les économistes, les spécialistes de la monnaie, on vous dit que les pays de l'UMOA, on n'a pas les mêmes facilités que les autres pays. Donc le débat, il est subtil, et quand on est sur un plateau de télé, on est obligé de faire très attention à certaines affirmations, de façon à ce qu'on ne crée pas l'amalgame dans la tête des gens. Oui, ce n'est pas aussi facile non plus dans notre écosystème, dans notre système économique, de prospérer dans ce secteur primaire. C'est pour ça qu'on a besoin de réformes courageuses, tant au niveau national, mais qu'au niveau international, pour favoriser ces différents secteurs, et notamment l'avènement de l'agroécologie, qui pour nous, en tout cas acteurs de la société civile, est l'une des solutions non négligeables à ces problèmes. Oui, pour les acteurs de la société civile, vous l'avez dit. Oui, ce soutien, oui, il y a le Fonds national de développement agricole qui est en train qui est installé et qui appelle, qui demande à ce que de nouveaux entrepreneurs viennent bénéficier de cet appui. Pourquoi pas pour mettre en exergue toutes ces terres, tous ces états qui sont là inexploités, monsieur Victor Boko. L'existence du fonds lui-même déjà témoigne de la volonté du gouvernement d'accompagner efficacement le secteur agricole et donc d'en faire des entrepreneurs dans le milieu. Cela est encouragé. Reste qu'il faut sensibiliser maintenant les acteurs à aller vers justement ces fonds-là. Reste aussi que le gouvernement qui a fait l'option de cette option-là de démultiplier, en fait, je voulais pas dire démultiplier, qui a fait l'option de diversifier justement la production agricole, puisse aller vers les acteurs et les sensibiliser sur le tas de choses. Il n'y a pas que la culture de rente, qu'il faut tenir aussi compte aussi des autres cultures qui existent. Et il faut encourager à la base justement les communautés à créer des fermes agricoles. Il faut les encourager. Quand on va dans chaque département, on devrait pouvoir avoir une ferme qui existe, appuyée ou pas par l'État, mais qu'il existe une ferme
où les gens vont faire des expérimentations, où la production, elle hésite. Il faut aussi s'organiser pour que la production, elle soit conservée. Parce qu'en fait, c'est cela. On produit en masse, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quand on prend, par exemple, la tomate, la tomate... Il y a quelques années, il y en avait à profusion. Dans les champs de Kouamassé et tout, le ministre y était. Effectivement. Voilà. Quand vous produisez et qu'il y a un problème de conservation, il va sans dire en fait que la production elle est nulle. Je pense qu'il y a nécessité d'organiser à la base nos producteurs. Il faut les encourager pour déjà ce qui se fait. Il faut les amener à aller vers le Fonds national de développement de l'agriculture, qui semble être une option pour en faire de véritables entrepreneurs agricoles. Il faut saluer cette volonté du gouvernement là. Et je reviens au comité ad hoc, puisque Absolument. le Conseil de ministres l'a si bien dit. Et nous attendons les résultats. Très bien. des contrôles. De toute façon, et là, pour sortir de cette causerie, de toute façon, les Béninois veulent, les consommateurs, je dirais, veulent revoir les prix, veulent acheter désormais, peut-être d'ici quelques semaines, la mesure du maïs à 100 francs, 150 francs, pourquoi pas. C'est le souci pour que il s'agit là de la maîtrise des prix pour qu'on n'assiste pas à autre chose et qu'on ne mette pas toute la charge sur Covid-19 à importer ceci, cela. Voilà, le maïs qui quitte, je dirais, à côté, Kouamassé, à Boycon, ce n'est pas Covid-19 qui pourrait jouer sur l'augmentation de son prix. Et pourtant. Alors, Et donc, pourtant. le comité, Voilà, ils vont cette trouver. raison. Moi, je pense que Covid a eu des... Pour l'instant, il y a encore des scientifiques, des universitaires qui ont commis des études. Moi, je sais qu'il y a un an déjà, pour les ONG, nous avions fait plusieurs sondages pour essayer d'anticiper ça. Mais à l'époque, ça s'était pas fait vraiment au niveau national. Mais déjà, il y avait des petites lignes qui permettait d'entrevoir, parce que je me rappelle, on avait fait un sondage sur l'impact de Covid sur la production agricole des années à venir. Moi, je suis quasiment convaincu que nous sommes en train de récupérer les contre-coups de Covid d'une façon ou d'une autre. Et à côté de ça, les consommateurs veulent acheter la mesure, je reviens là-dessus. Et c'est là où, la mesure et c'est là à 100 où je francs, 150 tiens, francs. voilà, et c'est là où je tiens à dire que notre rôle de sensibiliser les populations est super important. Il faut que chacun et chacune comprenne que ce que le monde a vécu avec Covid va se faire répercuter encore plus dans les mois à venir. Nous avons traversé pratiquement 1 an, 3 mois de crise. On doit pouvoir être résilient encore pendant un certain temps pour revenir à une forme d'équilibre. Je pense sincèrement que lorsque chacun garde de la patience, lorsque nous-mêmes nous changeons notre façon de consommer, lorsque nous nous projetons dans la production soi-même d'un certain nombre d'éléments, nous contribuons ainsi à la sécurité alimentaire. Laissons les pouvoirs publics, tant au niveau national qu'international, de continuer la réflexion. Parce que le problème que traverse le Bénin n'est pas que béninois. Donc l'UMOA va se pencher là-dessus, la CEDEAO va se pencher dessus, et si c'est utile, l'Union africaine se penchera dessus. Il y a beaucoup de choses. Juste un petit mot pour finir en 10 secondes. Pour le FNDA, oui. je crois qu'ils font de très belles campagnes de communication. Vous et moi-même, on peut être journaliste et avoir sa ferme de 1 hectare quelque part. Donc c'est bien d'aller à l'information et de voir ce qui est faisable. Après, c'est l'information qui tue. Le manque d'information tue, c'est pas la pauvreté. Quand on ne sait pas qu'on a des possibilités, on ne s'y engage pas. Donc allons écouter, essayons de prendre l'information et de voir ce qui est faisable avec ces ressources et les rembourser. C'est important. Oui, beaucoup Victor, pour finir, par rapport au travail, le coup de sifflet, la réaction du gouvernement appréciée en conclusion pour sortir de cette saluer la réaction du gouvernement et faire comprendre en fait que déjà en amont pour cette histoire de coronavirus, le gouvernement a pris certaines dispositions pour accompagner les entreprises, un certain nombre d'initiatives qui nous ont permis de juguler un tant soit peu les effets du Covid, parce que il faut dire, en Afrique de l'Ouest, le Bénin a été présenté comme étant le pays le plus résilient face au Covid. C'est à reconnaître et c'est à mettre à l'actif de ce gouvernement-là. Pour revenir à la situation de
la production et donc des coûts sur le marché des denrées. En 30 secondes. Oui, saluer simplement la réactivité du gouvernement et encourager les différents acteurs à privilégier plus les produits de production familiale pour nous permettre un tant soit peu d'avoir la disponibilité nécessaire en termes de produits. Très bien. Ce coup de sifflet qui viendra d'ici quelques semaines remettre les pendules à l'heure, permettre aux consommateurs et aux producteurs et à tout ce monde de souffler. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin la causerie matinale. Et donc, le matin de ce jeudi 17 juin, où le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la désertification. Voilà pourquoi notre ami M. Mao Serontondi est resté avec nous longtemps sur le plateau, en parler longuement. Très bonne journée à vous tous. Toute l'équipe de présentation, de préparation vous remercie pour votre attention.